Voilà. Alors nous arrivons à un autre grand temps de cet après-midi de réflexion. On va discuter tout à l'heure avec les modérateurs des 5 ateliers et ils nous partageront la conviction et puis la question ou l'interpellation que vous avez voulu retenir de ce temps d'échange. Mais avant cela, nous allons écouter 2 orateurs, Madame Bachelot, ancienne ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, et Monsieur Denis Piveteau, haut fonctionnaire, expert en questions sociales. Honneur aux femmes, il faudra nous pardonner, Madame le ministre, en tout cas à nous journalistes, de mettre un petit peu de temps avant de ne plus vous appeler comme ça. Et ça n'est pas tellement par souci du protocole républicain, même si nous en prenons acte, vous avez irrévocablement tourné la page de votre vie politique pour passer du côté des saltimbanques et vous animez désormais avec Laurence Ferrari sur D8, un rendez-vous quotidien. N'empêche que vous nous avez habitués pendant 20 ans à vous entendre vous exprimer dans le débat politique sur toutes les questions sociales. Vous avez été élue locale, conseillère générale en particulier, et donc à ce titre, vous avez présidé de nombreuses institutions de prise en charge des personnes fragiles ou des personnes exclues. Au Parlement européen, vous avez été vice-présidente des commissions handicap et économie solidaire. Vous avez présidé en France le Conseil national des personnes handicapées et l'Observatoire de la parité. Mais vous collaborez aussi à titre personnel avec de nombreuses associations. Et puis vous avez été de nombreuses fois ministre, je le disais, en démarrant de l'écologie, des sports, de la santé et des solidarités jusqu'en mai dernier. Alors, Madame, nous vous écoutons. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette présentation bienveillante. C'est un grand plaisir pour moi que de me retrouver à nouveau dans cet auditorium des Bernardins où je suis venue plusieurs fois pour des échanges extrêmement riches ou comme la dernière fois, pour voir la boutique de l'Orfèvre, ce qui a été un grand moment d'échange, et d'émotion. Vous m'avez invité à parler de fraternité, c'est-à-dire de rejoindre en fait ma responsabilité de citoyenne et ma responsabilité politique. Je voudrais donc vous livrer, en ce début de mon propos, quelques anecdotes pour illustrer le trouble où le citoyen politique se trouve plongé. Je visitais avec des petits frères des pauvres une dame âgée dans son appartement et cette dame me disait « Personne ne vient me voir ». Et avec elle, je faisais le point sur ce qu'était sa journée. Pas moins de 10 professionnels divers du secteur social, sanitaire et médico-social venaient la voir tous les jours. Médecins, kinésithérapeutes, aides à domicile. Je lui disais, mais il y a plein de gens qui viennent vous voir. Oui, mais me disait-elle, tous ces gens-là sont payés pour venir me voir. Personne ne vient me voir gratuitement. En tant que ministre de la vie associative, pendant un moment de ma vie, j'ai eu à, évidemment, animer ces conseils de la vie associative, où l'on parlait des bénévoles pour les encenser. Mais immédiatement, la question était sur le statut du bénévolat. Et il convenait que ces bénévoles puissent bénéficier de trimestres de retraite validés, de crédits de formation, de décharge d'heures sur le mode des syndicalistes, ou de la reconnaissance d'unités de valeur dans une sorte de portefeuille professionnel qui serait donc validé par la reconnaissance de leur activité bénévole. Bénévole, certes, bien sûr, on n'est pas payé, mais c'est un peu quand même comme si on l'était. J'étais membre du conseil d'administration, du conseil d'établissement plus exactement d'un collège, et j'étais en contact avec une association de chefs d'entreprise retraités qui s'était proposé à venir faire du soutien scolaire dans ce lycée. Bénévolement, bien sûr, gratuitement. Refus total.
des professeurs qui étaient là. Le conseil d'établissement avait décidé qu'on ne pouvait rentrer dans l'éducation nationale qu'à condition d'y être non seulement rémunéré, mais bien sûr d'être statutairement dans l'Assemblée nationale. Des bénévoles dans l'Assemblée nationale, venant aider des jeunes, vous n'y pensez pas. Et puis j'ai mené, en 2011, un débat sur la dépendance. Certains y ont sans doute participé. Un des thèmes qui est revenu de façon récurrente, c'était bien sûr le thème des aidants familiaux. Et les discours étaient bienveillants pour reconnaître cette action de fraternité que mènent les aidants familiaux. Mais tout au long du débat est apparu quelque chose de tout à fait étrange. C'est que, bien sûr, on convenait que l'aidant familial devait d'abord avoir un statut. Et là encore, on en revenait à la rémunération, à la reconnaissance, à la professionnalisation de cet aidant familial. Et même, à la fin, la question s'est posée de la légitimité d'un aidant familial autour d'une personne dépendante. J'ai même entendu un philosophe me dire « Si vous voulez détruire le noyau familial, vous n'avez qu'à mettre un membre de la famille au chevet d'une personne dépendante. Elle n'est pas faite pour ça. » Donc on voit bien que notre société est travaillée par une torsion extraordinaire quand on parle de fraternité. D'un côté, l'exaltation du bénévolat, sa mise en exergue, une recherche du lien dans une société qui en serait dépourvue, la stigmatisation du tout marchand, viennent se tamponner avec cet individualisme forcené, la recherche de parcours personnalisés, la course effrénée à la jeunesse, à la beauté, à la consommation. Tout cela dans un contexte de solitude extrême qui frappe les personnes âgées, mais aussi les vieux et les jeunes, non seulement les vieux, mais aussi les jeunes. Et il est tout à fait intéressant de voir d'ailleurs que le paradoxe pousse ceux qui stigmatisent le plus le tout marchand dans une société à nier la gratuité du bénévolat et de la démarche personnelle. Alors, évidemment, si l'on revient à ces auteurs et qu'on voit la dualité finalement qu'on retrouve entre Sartre et Platon, cette exigence de bonté, de bienveillance, cette soif de transcendance, cette faculté morale dont l'homme aurait besoin de faire le bien et de faire le beau, ou de se référer à des valeurs de bien ou de beau, sans peut-être l'exercer, cette transaction qu'il mène avec lui-même, d'abord pour obtenir de l'estime de soi, ensuite pour obtenir de l'estime des autres, car l'exigence de fraternité n'est jamais une démarche chimiquement pure, bien entendu. Donc transaction avec soi-même, transaction avec les autres, pour séduire, pour plaire, pour obtenir des gratifications de type sexuel ou sensuel, mais aussi pour obtenir un enrichissement économique et donc venir se tamponner au pouvoir politique. Alors, tout au long de cette démarche, trois valeurs, trois concepts se sont donc à la fois affrontés mais aussi succédés dans l'histoire politique de notre pays, les trois concepts de charité, de fraternité, de solidarité. La charité, c'est effectivement ce qui dissocie l'aspiration de l'âme au bien et l'organisation sociale. La bienveillance, à ce moment-là, n'est pas politique. Elle n'est portée que par une démarche individuelle, ou quand elle ressort du pouvoir politique, elle ressort là aussi de sa démarche individuelle, elle ressort du deuxième corps du roi. C'est une relation interpersonnelle, chacun est comptable de sa démarche, dans une relation inégalitaire, verticale, asymétrique, paternaliste. Et c'est la Révolution qui va transformer la verticalité en horizontalité pour faire en sorte que la fraternité ne soit pas interpersonnelle, mais à l'intérieur de groupes humains.
il y a donc des frères et évidemment, il n'y a pas de frère s'il n'y a pas de père. Là est préfigurée la lutte des classes, l'homme individu n'existe plus et c'est évidemment tout à fait intéressant de voir que quand on interroge les Français sur les 3 concepts qui marquent le fronton républicain, c'est dans les valeurs de fraternité qu'ils se reconnaissent le moins. Bien entendu, la défaite des idéologies sur laquelle je reviendrai a sévèrement tamponné ce deuxième principe. Donc, à la charité paternaliste a succédé une fraternité qui préfigure la lutte des classes, et maintenant, on en est arrivé évidemment à la solidarité qui a délégué les phénomènes de bienveillance aux politiques pour respecter la sphère privée et constituer évidemment le paravent des égoïsmes. Alors, ma réflexion, évidemment, elle ne sera ni morale, ni religieuse. Vous avez invité une politique saltimbanque, mais qui restera de toute façon profondément une politique, puisque je me suis arrangé effectivement pour que les engagements professionnels nouveaux que j'exerce me permettent de consacrer la moitié de mon temps à mes engagements caritatifs et humanitaires. Mais on reste toujours un politique. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que tout au long de l'histoire de l'humanité, on a pu être bienveillant et on a pu aider les autres sans jamais, comment dirais-je, se priver du nécessaire. On a pu être bienveillant en donnant seulement le superflu. Saint-Martin, il a coupé son manteau en 2, mais il en a quand même gardé la moitié. Le problème, c'est qu'il va falloir donner tout le manteau. Et il va falloir donner tout le manteau pour 4 raisons. D'abord, et évidemment, à cause des phénomènes de mondialisation. La mondialisation, ce ne sont pas des capitalistes à gros cigares qui nous menacent. On a vendu une fausse nouvelle à un certain nombre d'individus. Ce qui nous menace, ce sont d'autres ouvriers, d'autres employés. Le plus grand fonds de pension américain, il est détenu par un ouvrier électricien. Il n'est pas détenu par un banquier de Wall Street. Et celui qui met les ouvriers de Continental à la porte, c'est un autre ouvrier. Et ça, il faut que les citoyens de notre monde le comprennent. Ensuite, le deuxième phénomène qui menace la solidarité et la fraternité, c'est bien sûr l'épuisement des ressources naturelles. C'est facile d'être bienveillant. C'est facile de collectionner les papiers d'argent des tablettes de chocolat comme je le faisais dans mon pensionnat religieux pour les petits Chinois. Maintenant, l'épuisement des ressources naturelles fait que pour vivre selon nos standards de vie, il n'y a pas assez de ces ressources naturelles. Il faudra qu'on ait moins d'auto, moins de réfrigérateurs, moins de télévision, moins d'ordinateurs, si nous voulons que les autres aient la même chose que nous. Ensuite, bien entendu, le troisième élément, c'est la chute des idéologies. La chute des idéologies fait qu'on ne pourra pas se réfugier derrière des solutions de type marxiste pour essayer de faire changer la société. Et d'ailleurs, le changement idéologique de la gauche est sur ce point tout à fait intéressant. Elle a abandonné à un certain moment la lutte des classes. Mon père, qui était un militant du revenu minimum, avait interpellé Nicole Questiot, la ministre des Affaires sociales, en 1982, pour militer pour un revenu minimum. Elle avait eu cette réponse magnifique. Elle lui avait dit « Monsieur le député, ce ne sera pas utile. Avec la gauche, il n'y aura plus de pauvres. » Et c'est uniquement au moment du virage néolibéral de la gauche que s'instaure le revenu minimum. C'est très intéressant dans l'histoire des idées. Parce que, j'y reviendrai évidemment, la solidarité de l'État vient jouer contre la fraternité. Et puis surtout, ce que je crois, et ce qui est en germe et qui est le plus grave, c'est effectivement l'étirement de la durée de la vie. Parce qu'on n'apprend la fraternité que dans la famille, que dans le groupe familial, quelles que soient par ailleurs ses modalités.
c'est le premier lieu de la solidarité. Or, les familles telles qu'elles ont été construites au moment où la durée de la vie s'exprimait sur au maximum 3 générations, cette solidarité, elle a été finalement un échange du gagnant-gagnant. Je t'élève, je te nourris, tu t'occupes de moi pendant que je suis vieux ou que je suis dépendant. L'étirement des générations, avec l'allongement inouï de l'espérance de vie, fait qu'on va demander à des gens pour qui on n'a rien fait de vous aider néanmoins. Donc là où on apprend la fraternité, et je boucle avec l'anecdote que je racontais au départ de mon propos, là où on apprenait la fraternité, on risque d'apprendre non pas la lutte des classes, mais la lutte des générations. Donc, mesdames, messieurs, mon propos n'est pas optimiste, mais je ne suis pas optimiste. Je ne crois pas à l'influence du politique sur la charité, la fraternité ou la solidarité. Je pense même que chaque fois que le politique mène des actions de solidarité, il fait diminuer la fraternité. C'est donc à ceux qui ont un rôle de transcendance, à des cercles moraux, à des cercles éthiques, philosophiques ou religieux, de mener cette lutte pour la fraternité. Ainsi, la fraternité est bien une contre-culture, et je vous remercie de m'avoir permis d'ouvrir le débat d'une façon sans doute provocante. Je suis sûre, madame, que vous aurez déjà suscité de nombreuses envies de questions ou de réactions. Il y aura des occasions pour cela tout à l'heure, mais nous allons d'abord entendre le deuxième de nos intervenants, monsieur Denis Piveteau. Vous êtes de ceux dont le parcours donne chair au concept de grand serviteur de l'État. Vous êtes conseiller d'État, président aujourd'hui de la première sous-section du contentieux au Conseil d'État, qui connaît également des litiges en matière sociale. Vous êtes ancien élève de Polytechnique et de l'ENA. Vous avez débuté votre carrière au CNRS et puis partagé ensuite entre le Conseil d'État et les administrations sociales. Vous avez été directeur général adjoint de la Caisse nationale d'assurance maladie à la fin des années 90, conseiller juridique du ministère des Affaires sociales et de la Santé entre 2000 et 2004. Et puis vous avez participé à la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, que vous avez dirigé jusqu'en 2008. Depuis 2009, et c'est sans doute une lourde tâche, vous êtes président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Vous êtes co-auteur, notamment, avec Jean-Baptiste de Foucauld, d'un livre qui s'appelle « Une société en quête de sens », publié en 2005 aux éditions Odile Jacob. Vous êtes aussi administrateur de plusieurs associations et fondations dans le domaine du handicap et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur, nous vous écoutons. Oui, merci de cette présentation très flatteuse et fidèle. Je voudrais justement prolonger et peut-être me démarquer un peu, ça va créer le débat, de l'intervention de Madame Bachelot en reprenant, comme je pouvais vous le dire tout à l'heure, avec vous et avec ceux qui seront autour de nous à la table ronde, cette question, je crois effectivement très essentielle. Est-ce que la fraternité peut être posée comme un principe d'action politique, enfin politique au sens large, au sens principe d'action publique, principe qui trouve son expression dans la cité et qui peut être porté par conséquent par des acteurs de la chose publique, que sont notamment les hommes et les femmes politiques et les gestionnaires de la chose publique. Autrement dit, et plus concrètement, est-ce qu'il est envisageable au niveau national, au niveau local, de faire explicitement des choix qui s'afficherait comme cherchant à promouvoir la fraternité. Exactement comme on peut faire explicitement des choix en faveur de l'économie verte, du développement des entreprises, de la redistribution des revenus, que sais-je. Et on pourrait d'ailleurs poser la même question pour des collectivités qui ne sont pas des collectivités publiques, mais qui sont des collectivités privées, des entreprises, des associations. C'est une question très naïve, mais très importante, parce que c'est une question qui renvoie à un problème récurrent, que vous avez évoqué aussi, Madame la Ministre, et qui est de savoir comment il est possible de faire dialoguer les choix de vie personnelle qui valent dans la sphère privée,
et puis les choix collectifs dans l'espace public. Et pour des chrétiens qui sont soucieux, qui recherchent à incarner authentiquement, par leur présence au monde, par leur service au monde, le plus profond de leur expérience spirituelle, c'est une question fondamentale, c'est même une pierre d'achoppement. Comment est-ce qu'on peut atteindre la cohérence des engagements entre ce qui se vit dans le fort intérieur, dans l'intime des convictions, et puis ce qui se vit dans la relation sociale, dans la cité, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu économique, administratif, politique, bref, partout où la règle personnelle va entrer et doit entrer en dialogue avec les convictions des autres, partout où cette règle ne peut cheminer qu'en passant par celle de la vie du groupe. Et au premier abord, le sujet qui nous intéresse cet après-midi, la fraternité, l'attitude fraternelle dans les relations interpersonnelles, fait partie de ces principes qui se vivent exclusivement dans le fort intérieur ou dans des cercles très restreints, et qu'aucun groupe social ne peut imposer comme règle à tous ses membres. Et pour la raison très simple, que j'évoquais d'ailleurs en début d'après-midi, que le comportement de fraternité, c'est comme la confiance, c'est comme l'amour, c'est comme le pardon, la fidélité, toutes choses qui d'ailleurs ne sont pas sans lien avec la fraternité. Ça se donne, ça se reçoit, mais ça ne peut pas s'exiger. Si on exige la confiance, l'amour, le pardon, la fidélité, eh ben, on tue ce qu'on reçoit par le seul fait qu'on le reçoit sous la contrainte. Sous la contrainte, on ne peut obtenir qu'une façade de pardon, ou une façade d'amour, une façade de confiance. Et de la même façon, une fraternité ne peut pas être imposée comme un devoir, parce qu'une fraternité obligée, ça ne peut être qu'une mascarade. Je vous le disais tout à l'heure, et c'est une évidence. Et donc il est impossible d'envisager, si on veut rester dans la vérité, une consigne de fraternité, une loi de fraternité, un règlement intérieur de fraternité. Ça n'aurait aucun sens. Il y a des ministres de la solidarité, vous en fûtes une, ils n'imaginent pas un ministre de la fraternité. Un bon exemple est fourni, d'ailleurs, de cette tension ou de cette impossibilité. Et là, je parle d'un sujet que j'ai eu à connaître d'assez près, par toutes les lois qui, depuis plusieurs dizaines d'années, et encore récemment, en février 2005, ont progressivement ouvert aux personnes qui sont en situation de handicap physique, psychique ou mental, des droits à l'accessibilité, à l'espace public, au travail, à la culture, à la compensation financière de leur handicap. Cette reconnaissance de droit pour l'accès au travail, aux loisirs, à un revenu d'existence est tout à fait fondamentale. Elle s'impose à tous, les employeurs, les constructeurs, les services publics, les services privés, les contribuables. Et même si la réalité prend quelquefois du retard, on peut toujours exiger que la règle s'applique. Mais en tant que personne handicapée, vous pouvez toucher toutes les allocations du monde. Il y a des regards, il y a des mots, il y a des attitudes dans la rue, derrière des guichets, qui peuvent exprimer un terrible rejet, qui sont comme de véritables gifles, et contre lesquels aucune loi ne peut rien. Et alors ces situations, je peux en témoigner, sont heureusement de plus en plus rares, et il n'est pas d'ailleurs impossible que la succession des grands textes législatifs y soit pour quelque chose. Mais il reste qu'une personne handicapée, que les personnes handicapées, ensemble, ne peuvent pas exiger la relation fraternelle. Elles ne peuvent pas l'arracher par la loi, par le rapport de force, par une manifestation de fauteuil roulant. C'est toute la différence, me disait un jour un responsable d'une association de handicapés, entre le code de la route, qui s'impose, et la courtoisie au volant, qu'on n'imposera jamais. Et je lui ai répondu que sa comparaison était vraie, mais qu'elle n'était pas assez forte, parce que la courtoisie, c'est encore en deçà de la fraternité. Il faudrait imaginer un code de la route qui obligerait à prendre tous les autostoppeurs. Donc tout ça pour dire qu'au premier abord, et dans le sens, je crois, de ce qu'était la conclusion de Madame Bachelot à l'instant, la réponse paraît négative. Il n'y a pas de politique de la fraternité, ce serait même un contresens, ce serait un mensonge. Et pourtant, sans essayer maintenant de vous démontrer radicalement le contraire, car je crois fondamentalement ce que je viens de vous dire, il y a des pistes, je crois, qu'on peut explorer pour faire émerger les valeurs de fraternité dans le débat public, dans l'espace public, pour leur donner, sinon la force d'une règle, parce que précisément c'est impossible, mais au moins quelque chose de la force d'une règle partagée par tous. La première piste, il ne faut pas en sourire, c'est tout simplement d'oser affirmer collectivement la fraternité comme valeur, de la garder visible, de la dire chaque fois qu'elle est là. Quelque chose qui ne se décrète pas, quelque chose
à laquelle chacun doit personnellement consentir avant de le faire, c'est quelque chose qu'il faut au moins affirmer clairement comme un projet. Et d'ailleurs, c'est bien comme ça que la fraternité figure à l'article 2 de notre Constitution. La Constitution ne dit pas que la République est fraternelle, elle dit que la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. La fraternité n'arrive pas comme une règle, comme un principe, elle arrive comme une devise. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance d'une devise. Dès l'instant que cette devise est vivante, régulièrement reprise, complètement assumée. Et donc, je crois très important qu'il y ait des manifestations dans lesquelles ce mot revient. Des colloques sur la fraternité, voilà. Merci aux organisateurs de ce colloque. Des ouvrages sur la fraternité, des ateliers ou des journées de la fraternité, comme certaines municipalités en prennent l'initiative. C'est un point important. Conserver des occasions et des manières de dire collectivement, publiquement, l'attachement que nous avons à ce mot et à la réalité, bien sûr, qu'il véhicule. Et ce n'est pas si facile. Les élus locaux qui le font, en organisant des événements sur ce thème, sont des gens courageux. Un peu parce qu'ils s'exposent à passer pour des rêveurs, mais surtout parce qu'ils courent le risque d'être interpellés ensuite sur telle ou telle de leurs décisions qui pourrait apparaître en contradiction avec la fraternité affichée. C'est tout le risque du témoignage. Imaginez que vous ayez à mettre un autocollant à l'arrière de votre véhicule avec écrit dessus « Je suis courtois au volant ». Bon. Pas facile, enfin, il faut assumer ensuite. Bon. Il faut être à la hauteur. Alors cette obligation de cohérence, elle pointe du doigt la seconde piste. Je n'en ai que deux. La seconde piste, mais un peu plus sérieuse, pour faire vivre la fraternité dans l'espace public. C'est une piste qui, je le dis tout de suite, aujourd'hui n'existe pas. Donc je me livre devant vous à une sorte d'exercice de souhait, de désir, mais je crois en même temps dans le champ des possibles. Parce que la fraternité, si ça ne se décrète pas, ça peut quand même faire l'objet précisément d'une mise à l'épreuve. Ça peut être l'objet d'une vigilance collective. Autrement dit, je crois que nous pourrions interroger au fil du temps chacune des décisions qui sont prises, des décisions collectives qui sont prises, et nous demander si ces choix ont contribué plutôt à la qualité fraternelle du vivre ensemble ou si, plutôt, ils ont détruit un peu de cette qualité fraternelle, une mesure d'impact en quelque sorte. Un peu comme par analogie, on fait un bilan carbone d'une activité économique ou un impact, une mesure d'impact qu'aura un grand projet routier sur le paysage et la faune sauvage. Tel ou tel choix de politique publique au niveau local ou national, telle ou telle décision dans un cercle professionnel ou privé, vont-ils plutôt dans le sens d'un plus de fraternité ou dans le sens d'un moins, est-ce qu'ils sont plutôt porteurs ou plutôt destructeurs de fraternité? Et pour suivre cette piste, dont je le répète, j'admets qu'aujourd'hui elle n'est qu'une proposition, une suggestion à voix haute, je voudrais vous donner des exemples de critères, de ce qu'on pourrait employer comme critères pour savoir où va se nicher un petit peu plus ou un petit peu moins de fraternité. Le premier est très simple et Madame Bachelot l'a elle-même exposé tout à l'heure. Est-ce que tel ou tel choix de politique publique ou d'organisation collective sait faire une place aux solidarités naturelles? Quels choix collectifs faisons-nous pour garder leur place, mais sans les dénaturer, aux activités bénévoles, aux activités non marchandes? Comment est-ce que, par exemple, et je me souviens que vous l'avez évoqué, mais vous la connaissiez bien et vous l'aviez à cœur, quand vous occupiez des fonctions ministérielles, comment est-ce qu'on peut articuler intelligemment l'intervention professionnelle et la place des accompagnants bénévoles dans les maisons de retraite, dans les unités de soins palliatifs, dans l'hôpital en général? Quelle articulation est-ce qu'on peut trouver entre la prise en charge institutionnelle de l'enfance en danger et les mécanismes d'adoption, les mécanismes de parrainage? Quelle place pour les aidants familiaux? Il y a énormément d'exemples, notamment dans les politiques sociales. Et chaque fois, bien que le mot ne soit pas prononcé, il se joue quelque chose sur l'étendue des espaces de fraternité. Il y a un autre critère, un peu moins évident, peut-être un peu plus dérangeant en tout cas, qui est celui, sinon de l'égalité, du moins de l'équité dans les décisions. Je dis que ce critère est moins évident parce que notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, a pour fâcheuse conséquence de nous pousser à séparer intellectuellement la liberté, l'égalité et la fraternité comme si c'était les trois sommets d'un triangle, alors qu'en réalité, il y a, je crois, une certaine superposition entre l'égalité et la fraternité.
François Soulages, l'actuel président du Secours catholique, dit dans le très beau numéro, vous l'avez vu dans la salle à l'entrée de la revue Projet, qui vient d'être consacrée à la fraternité, qu'il ne peut pas y avoir de fraternité vraie dans un groupe où les écarts de salaire sont énormes. C'est un bon exemple. Et il est impossible de ne pas lui donner raison. On peut être frère et être différent, mais on ne peut pas prétendre être frère et accepter des inégalités radicales et injustes. À ça s'ajoute, je crois d'ailleurs, que la fraternité suppose qu'on assure l'égalité, ou plutôt l'équité, en ayant toujours un regard prioritaire, une attention spécifique pour le plus faible, pour les groupes sociaux les plus faibles, pour les territoires, les villes, les quartiers les plus déshérités. Autre critère encore, eh bien, je pense au critère fondamental de la fraternité, ça a été évoqué d'ailleurs dans plusieurs ateliers, qui est l'entrée en relation. Et j'y pense en considérant les politiques d'aide à l'emploi ou d'action sociale qui ne s'appuient pas seulement sur des prestations financières, mais qui organisent, au moins sur le papier, une écoute, un dialogue sur l'expression des besoins. Des plans d'aide personnalisés à l'autonomie, des plans personnalisés de compensation du handicap, des plans d'aide au retour à l'emploi, enfin il y a plusieurs exemples comme ça. Et on sait que pour qu'elles soient sérieusement faites, ces politiques sont très coûteuses en gestion, parce qu'elles sont, c'est une évidence, consommatrices de temps, de ressources humaines en accompagnement. Beaucoup plus coûteuses que la gestion du versement d'une prestation. Ce sont donc de vrais choix budgétaires. Et quand on les évalue, comme il faut le faire sur leur performance économique, il faudrait aussi oser rappeler leur contribution à l'existence d'une forme de lien fraternel, d'écoute et d'entrée en relation. Encore un autre critère, je vous rassure, je ne veux pas vous en donner trop, mais je cherche à marquer l'idée. Un autre critère de la fraternité dans l'espace public, auquel en général on ne pense jamais, c'est celui de la lisibilité, de l'intelligibilité des réglementations qui créent des obligations de solidarité. À commencer par la réglementation fiscale, qui n'est vraiment pas un modèle, ou celle de la sécurité sociale, qui n'est pas un modèle non plus. Des règles de solidarité qui sont illisibles, dont on ne comprend plus les principes tellement elles sont complexes et techniques. Elles peuvent encore assurer techniquement la solidarité froide, mais, comme le dit Jacques Le Goff ou Régis Debray, mais elles ne peuvent pas véhiculer la fraternité, la solidarité chaude. Je crois par exemple que les règles actuelles de remboursement de l'assurance maladie ont atteint dans certains cas un tel niveau de complexité qu'elles ont de plus en plus de mal à exprimer du sens. Chacun comprend à peu près comment il est lui-même remboursé, à peu près, mais comment, autrement dit, il tire plus ou moins profit du système, mais il faut être expert pour être capable de voir plus loin, pour savoir vers qui vont les principaux efforts et quelle est la logique de partage qui est mise en œuvre. Et je crois que l'illisibilité de nos grands outils de solidarité est une vraie question et contribue à les rendre de moins en moins fraternels. Je vais m'arrêter là sur l'énumération des critères. En vérité, je voulais seulement vous convaincre que la question de la fraternité n'est pas seulement une affaire de vie privée ou d'engagement personnel. Elle pourrait être posée davantage dans le débat public, tout simplement parce que beaucoup de choix collectifs ont un impact, parfois décisif, sur la qualité fraternelle du vivre ensemble. Alors certes, ce sont des impacts diffus, qui ne sont pas quantitativement mesurables, pour lesquels il n'existe pas de juge, pas d'instance arbitrale. Même l'importance de l'impact ou même son sens sont quelquefois l'objet de débats. Mais l'essentiel, c'est d'en débattre. Ce serait d'en débattre. Si on avait un échange cet après-midi sur ce que doit être la vigilance de fraternité dans une politique pénitentiaire ou dans une politique d'immigration, nous aurions sans doute une discussion très animée, qui ne déboucherait peut-être sur aucun point d'accord. Mais si on veut que la fraternité émerge dans l'espace public, il faudrait qu'une telle discussion puisse avoir lieu. Et au fond, rien n'y fait obstacle. Je voudrais terminer sur une anecdote. Quand je dirigeais la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, nous avions mis en place de manière itinérante, de région en région, un processus de formation pour les agents qui se trouvent au guichet de ce que l'on appelle les maisons départementales des personnes handicapées. Je ne sais pas si ce système a survécu à mon départ, j'espère. Il consistait à réunir non seulement les agents en formation, mais aussi des personnes handicapées volontaires, des responsables associatifs ou des usagers de tous les jours. Et chacun prenait par rotation, dans des situations de travail fictives, la place de l'autre.
l'usager derrière le guichet et l'agent public de l'autre côté en train d'essayer d'obtenir un renseignement ou une prestation. Ou dans une commission, le fonctionnaire dans le rôle du responsable associatif et le responsable associatif dans le rôle du décideur. Bon, le processus était un peu plus complexe dans les détails, mais c'était l'idée. Eh bien, tous les critères de la fraternité s'y retrouvaient. Égalité, écoute mutuelle, vérité dans la relation. Le succès était d'ailleurs très important et je crois les retombées très durables. Et donc ma conclusion, nourrie d'un peu d'expérience juridique et administrative, c'est que la fraternité est un concept d'action collective et que ce n'est pas une pure utopie que d'imaginer qu'elle s'exprime davantage dans l'espace public. Certes, ce n'est pas un principe comme les autres, il touche à l'insaisissable de la relation. Il faudra donc des formules très nouvelles, mais je profite de ce petit séminaire, de l'échange que nous allons avoir maintenant, de toutes les réflexions qui peuvent en être pour vous dire qu'il ne me semble pas impossible d'oser des démarches visant à ce que des choix de politique publique permettent explicitement à la fraternité de se déployer. Je vous remercie. Merci pour vos deux approches. Je vais demander aux rapporteurs des 5 ateliers de bien vouloir aux témoins de bien vouloir nous rejoindre. Ils ne doivent pas être très loin, en principe, pour que nous puissions poursuivre ensemble la réflexion. Voilà, alors en principe, les petits chevalets qui sont devant doivent pouvoir vous dire à peu près où vous asseoir, mais c'est pas gravé dans le marbre. Alors en attendant peut-être que vous preniez place les uns et les autres, j'ai envie de provoquer un tout petit peu nos deux orateurs avec en tordant le titre du colloque de cet après-midi, la fraternité, une urgence dans la crise. Est-ce qu'on ne peut pas le retourner et se dire que peut-être justement cette crise que nous traversons est une opportunité pour, sur ce plan-là, sans en négliger les impacts négatifs, pour redécouvrir la nécessité de la fraternité entre nous? Puisque ce que traverse notre monde n'est pas une crise. Il n'y a pas de crise, il y a une mutation, il y a un changement de tous les fondamentaux. Et notre problème, c'est que précisément, nous nous comportons comme des promeneurs sous l'averse qui se réfugient sous un porche en attendant que la pluie cesse. Or, la pluie ne va pas cesser, elle va se transformer en orage et même en tornade. Donc, on a intérêt à réfléchir à l'urgence de la fraternité. Je n'ai pas mis en doute la fraternité. J'ai au contraire appelé à cette fraternité de façon forte. Et j'ai appelé à ne pas se réfugier derrière l'action publique, parce que l'action publique, on a bien vu ses limites. Donc, bien sûr, la crise, elle va obliger à la fraternité si on ne veut pas crever. Monsieur Pifto. Oui, je crois. Il faut que les réponses marchent effectivement sur les deux pieds, enfin, face à un choc, qui est un choc effectivement d'évolution, de transformation très fondamentale des équilibres mondiaux. Il faut que nos outils qui nous permettent de faire société se déploient dans toutes leurs dimensions. Et aussi bien les outils de solidarité, je crois qu'il ne faut absolument pas penser qu'ils ont fait leur temps, ils sont tout à fait fondamentaux, mais la capacité aussi de reconstruire, de refaire, que chacun puisse refaire société à son niveau. Et si un point peut-être nous sépare, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à préciser dans l'échange, c'est que je crois que nous sommes bien d'accord sur le fait que fraternité et solidarité se complètent. Est-ce que la fraternité, en tant qu'elle vient compléter les actions publiques de solidarité, les grands choix politiques, les grands choix fiscaux, les grands choix législatifs, est-ce que cette fraternité est de l'ordre de l'intime,
ce qui se vit dans le fort intérieur, dans la compensation par la société et je veux dire, le monde personnel et privé, de ce que le monde public n'arrive pas à assurer. Personnellement, je ne crois pas. Je crois qu'il faut arriver à faire émerger à rang d'égalité dans le débat public un certain nombre de valeurs de fraternité et que nous avons de ce point de vue-là encore beaucoup de retard. Alors on va poursuivre notre réflexion et sans doute l'enrichir aussi par les convictions ou les questions, ou les deux, qui ont été le fruit des ateliers qui se sont déroulés un peu auparavant. Monsieur Grenet, si vous voulez commencer, vous êtes le témoin de l'atelier fraternel dans le monde du travail. Avez-vous collectivement dans cet atelier une conviction qui a émergé que vous voudriez nous faire partager ? Écoutez, nous avions un très bon rapporteur, je crois, qui a formulé une question qui a eu l'accord de l'ensemble des participants et que je vous lis. Le milieu du travail n'est-il pas un lieu de grands défis pour remettre en œuvre la fraternité, compte tenu des obstacles que constituent les contraintes économiques, les performances individuelles demandées et les compétitions internes? Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir à cette première interpellation sur le lieu du travail comme un des lieux privilégiés pour expérimenter cette fraternité, un monde du travail qui se durcit aujourd'hui? Je pousserais peut-être même encore plus l'interrogation, parce qu'il y a une étude très intéressante qui a été faite où on a testé les opinions publiques mondiales, les sociétés dans le monde entier. La société française a une caractéristique, c'est la société dans laquelle les gens ont le moins confiance les uns dans les autres. C'est très impressionnant. Et ce n'est pas à la marge. Les Français se défient les uns des autres. Alors, on s'est posé la question de la raison. Pourquoi cela est constitué, et on est sur le fondement de l'éducation. C'est-à-dire que le système éducatif français, et c'est en ça qu'on va arriver au monde du travail, est un système de la performance. Les élèves n'apprennent pas à travailler collectivement, ils ne sont pas classés par exemple par groupe de travail, ils sont toujours classés individuellement. Une maman me racontait, elle a un petit garçon de 3 ans, à la maternelle, elle a fait son premier conseil avec 2 parents et on lui a dit, il y avait une note sur 100 avec la propreté, l'ordre, le machin, je ne sais pas trop quoi, et on a au conseil, aux rencontres avec les parents, on a classé les petits de 3 ans avec des notes. Elle était complètement effondrée. Donc, on a dans notre pays une culture de la performance et du concours qui est une société de défiance qu'on va évidemment retrouver dans le monde du travail. Donc, on voit, et alors je manie le paradoxe, on voit que quand même les politiques peuvent créer au nom de la fraternité, peuvent être des facilitateurs au nom de la fraternité. Il est certain que nos systèmes ne créent pas de la fraternité et même ont créé une société de défiance. On puisse forcément réagir à l'ensemble des questions très compliquées qui sont soulevées par la fraternité dans un milieu de travail, avec d'ailleurs des milieux de travail, parce que tous les milieux ne se ressemblent pas. Dans le public, les conditions et les obstacles à la fraternité ne sont pas forcément les mêmes que dans le privé. Il y a des privés plus ou moins exposés à la concurrence économique, où la fraternité, là encore, va se jouer dans un environnement de contraintes qui ne sera pas du tout le même. Je prolonge ce que dit Roselyne Bachelot à l'instant. Je crois qu'il y a des structures de fraternité ou de non-fraternité, un peu comme on parlait des structures de péché. L'idée que certaines organisations ou certains modes de fonctionnement institutionnel peuvent être plus ou moins accueillants, favorables, ou au contraire créer par eux-mêmes des obstacles au développement de relations fraternelles. Je suis très frappé quand je côtoie des hauts fonctionnaires de pays étrangers, européens. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il suffit de monter vers le nord de l'Europe,
l'Europe ou de descendre vers la Méditerranée, de voir que les conditions de travail et d'organisation hiérarchique sont effectivement souvent beaucoup moins pyramidales, en tout cas dans le nord de l'Europe, qu'elles ne le sont dans nos propres organisations administratives, et que en termes de partage de l'information, d'appropriation d'un succès ou d'un échec, de capacité à se remettre en question et à se considérer comme collectivement comptable d'un résultat, les conséquences en sont massives. Alors même que, vraisemblablement, ce n'est pas la psychologie collective qui l'explique. Alors, avant de creuser tel ou tel aspect en particulier, je voudrais qu'on continue notre tour de table. Anne Mayol, vous êtes le témoin de l'atelier fraternel en famille. Madame Bachelot nous disait tout à l'heure, avec force, la fraternité, ça ne s'apprend que dans la famille d'abord. Alors, qu'est-ce que l'atelier famille a envie de partager avec nous ? Alors, l'atelier famille a beaucoup débattu, évidemment, sur ses premières expériences fraternelles. Mais soyons lucides, les premières expériences fraternelles sont souvent teintées de jalousie, de compétition, de beaucoup de choses aussi dans la famille. Donc c'est à la famille d'être ce lieu de sécurité, de stabilité, de dialogue, pour que la fraternité puisse oser se dire, se vivre, même si c'est dans le conflit. C'est une fraternité qu'on appelle peut-être naturelle, c'est-à-dire que je vis là, dans ma famille, quelque chose que j'aurais à vivre à l'extérieur. Et si les premières expériences familiales sont négatives ou individualistes, quand on pense que les familles, quand même, la plupart, c'est une communauté de personnes qui vit sous un toit, avec la télévision en fond, souvent, comment nous allons vivre une fraternité plus large dans la société? La première expérience, c'est vrai, elle se fait dans la famille. Et qu'est-ce que nous allons faire pour que nos familles retrouvent ce lien naturel pour oser finalement et le dialogue et la construction fraternelle? Voilà, c'est ça qui a été beaucoup débattu. Alors, on continue le petit tour de table et puis on verra sur quoi les uns et les autres veulent réagir. Père Bernard-Henri Dubreuil, la fraternité fraternelle dans les cités et au quotidien. C'est ouvert, hein? Vous m'entendez? Non, je pense pas. C'est en bas du micro. Ah, merci. Voilà, c'est mieux si vous m'entendez. L'atelier Vivre la fraternité au quotidien dans les cités était introduit par deux témoignages, deux prêtres, l'un jésuite, l'autre fils de la Charité. Le fils de la Charité habite à La Courneuve et il y revient après avoir été à la Grande Borne. Et moi-même, donc, j'habite dans une cité près de la porte de Saint-Ouen. Et on a touché une question qui est difficile, c'est la question de la sécurité et comment, au quotidien, dans nos deux cités qui sont des plaques tournantes de la drogue, on peut vivre à travers le monde associatif un retissage au quotidien d'une relation fraternelle qui permettent aux gens de sortir de la peur. La conviction qui sort de cet atelier et qui a été rapportée par Maryse Lépée, la présidente des Captifs, est de dire que la fraternité est possible, même dans des situations aussi extrêmes que celles qui ont été présentées, par un engagement personnel de chacun et par un engagement collectif via des associations. Et parmi ces associations, les communautés chrétiennes jouent un rôle de médiation. La question qui se pose derrière, c'est comment sortir de la peur, comment trouver les gestes simples de la fraternité sur le plan personnel, dans les petites choses qui font notre quotidien, et aussi sur le plan collectif. Comment renforcer cette fraternité dans les quartiers, en établissant des liens, en s'ouvrant aux autres, en prenant en compte des décisions dans le temps.
L'interpellation qui sort et qui va intéresser les deux personnes qu'on a écoutées tout à l'heure, c'est on est en train de préparer une grande conférence nationale de lutte contre la pauvreté. Quelle sera la place de la fraternité ? Alors, on va y revenir bien sûr, mais on continue avec Pauline Davance, Fraternelle en Église. Alors, Fraternelle dans l'Église, ça a suscité pas mal de convictions, mais une que je vous livre. Il y a une attitude qui commande la fraternité, c'est être prêt à mettre en retrait des affirmations de la foi de l'Église, pas les comportements, mettre en retrait des affirmations de la foi de l'Église pour rencontrer celui qui n'a pas la même tradition en vue de la croissance spirituelle mutuelle. Donc se recevoir mutuellement, même avec des convictions religieuses différentes. Donc on peut traduire ça en langage d'église par la foi patiente derrière la charité. Ça n'est donc pas une confusion avec la charité, entre charité et fraternité, c'est ce que commande une attitude fraternelle. Ça, c'est une conviction. Et puis dans nos discussions, il y a une question qui a émergé, c'est la place de la fraternité que vit l'Église dans le service du frère, dans le soin, l'éducation, l'assistance, la solidarité, etc. Quelle place cette fraternité de l'Église peut-elle prendre dans la cité aujourd'hui ? Donc, sous-entendu, est-ce que c'est du domaine privé ou est-ce que c'est un service d'utilité publique ? Avec Frédéric Contensin, Fraternelle avec les personnes fragiles et les exclus. Eh bien, l'atelier a travaillé sur ce thème et a développé une question en accord avec tout le groupe, qui est celle-ci. Comment permettre à l'autre de nous accepter comme frères ? De là, je vous fais part de la conviction qu'elle entraîne. La fraternité envers les exclus, c'est un pari sans filet. Elle est favorisée par des petites structures, mais qui doivent bénéficier d'un grand réseau. Et l'interpellation, ce sera la fraternité est porteuse d'espérance. Voilà. Alors, ce qui est assez frappant, c'est qu'on retrouve d'une façon ou d'une autre dans chacune de vos interpellations des différents ateliers un des axes sur lesquels d'ailleurs Monsieur Pifto et Madame Bachelot n'étaient pas exactement sur la même longueur d'onde, qui est la question de la responsabilité et de l'intervention de l'action publique dans ce registre. Vous parliez de la question de la peur et de la sécurité. Elle dépend, vous le dites, de l'attitude de chacun, comment soi-même déjà décider de ne pas céder à la peur, d'avoir une attitude pour aller vers l'autre. Et en même temps, on sait bien que le contexte de tout cela, il est aussi déterminé par des conditions de sécurité assurées par les pouvoirs publics. Mais on a retrouvé en arrière-fond, peut-être moins quand on parle de l'Église, mais quand on parle de la question de l'exclusion, quand on parle des conditions du travail aussi, et puis quand on parle aussi forcément des familles et de l'éducation, Madame Bachelot le rappelait, il y a quand même cette question de l'articulation des pouvoirs publics avec le ton ou les conditions qui permettent de vivre de façon fraternelle et de s'y sentir appelé. Est-ce que vous êtes, Monsieur Pifto, Madame Bachelot, également frappé par le fait que ça oui, transparaisse ? C'est l'interrogation de Montesquieu au début de l'Esprit des lois. Est-ce que c'est la loi qui fait les mœurs ou les mœurs qui font la loi ? Montesquieu, tout au long de son ouvrage, répond qu'il y a une sorte de va-et-vient entre les deux choses. Et on le voit bien dans les questions de fraternité, de solidarité. Et si j'ai voulu être provocante à la fin de mon propos, il ne faut pas être dupe de cette provocation. Je suis beaucoup plus près de M. Pifto qu'on pourrait le croire. Mais cette interrogation, elle est évidemment exigeante. Moi, ce qui m'a frappé dans la montée dans les opinions publiques d'un certain nombre de choses qui se sont exprimées tout au long des dernières échéances électorales, c'est le sentiment, par exemple, que pour des classes moyennes,
que des politiques sociales avaient été menées contre elle, pas à côté d'elle, contre elle. Je ne partage pas cette vision. Mais j'ai entendu un membre de ma famille politique parler de cancer de l'assistanat. Je me suis d'ailleurs violemment opposé à ce concept. Mais je m'y suis opposé intellectuellement, politiquement, mais j'intègre ce que disent les choses. Il y a un dire politique et puis il y a un dire sensible. Parce que j'entends les gens qui viennent me trouver en disant « moi, je n'ai droit à rien ». Et qui, à cause de cela, se sentent exclus. Et c'est ça que je voulais dire quand je disais que certaines politiques de solidarité venaient jouer contre la fraternité. Elles peuvent aussi contribuer à donner le temps parfois qu'on n'est pas individuellement, personnellement, appelé à une démarche particulière, puisqu'il existe un système qui prend en charge, en théorie du moins, les difficultés. Monsieur Piveteau, vous disiez qu'on ne peut pas exiger la fraternité, mais que néanmoins on pouvait réactualiser, si je caricature un peu votre propos, l'importance qu'on lui donne dans l'explication des politiques publiques, dans le discours commun national. Oui, l'assumer comme une des nécessités du vivre ensemble. Voilà. Alors ça ne peut pas être une action publique au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire une règle nouvelle qu'on se donne, une loi, un financement, un organisme, une institution, un établissement public, que sais-je. Il ne peut pas y avoir d'intervention directive pour créer un sentiment, les mœurs de la fraternité. Mais je crois qu'effectivement, il y a des conditions de croissance de la fraternité. Il y a des environnements favorables et d'autres qui ne le sont pas. Alors, la comparaison est peut-être glissante et dangereuse, mais parce qu'elle n'est pas très bonne, mais je vais l'employer quand même pour faire image. C'est un peu comme pour la question de la laïcité. C'est-à-dire qu'on touche là aussi à des choses tout à fait intimes, dans lesquelles il est hors de question que la puissance publique pénètre. Ce serait une irruption dans le fort intérieur des âmes, et d'ailleurs une irruption totalement impossible en vérité. Il y a donc un dialogue à trouver, et si on veut que la laïcité bien pensée permette à chacun d'accéder aux ressources qui lui permettent d'avoir une vie spirituelle, la vie spirituelle qu'il choisit, on voit que on peut prendre des décisions qui vont dans le sens de créer ces conditions favorables à un développement autonome et personnel, ou au contraire prendre des décisions qui sont à rebours. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la dimension de fraternité, elle se vivra toujours dans de l'interpersonnel, dans du choix, dans de l'engagement, aussi bien en milieu de travail que dans l'engagement associatif en faveur des exclus, que dans les transports en commun, que partout. Bon. Mais la manière qu'on peut avoir d'organiser la vie de la cité, d'organiser l'urbanisme dans la cité, d'organiser les droits et les devoirs, mais les droits en termes de temps de travail, de conciliation de la vie familiale et de la vie de travail, tout ça, ça peut avoir des conséquences très concrètes sur des dimensions de fraternité. Alors, c'est ça ce que je voulais dire. Osons repérer dans toutes ces décisions collectives, celles qui, parce qu'elles ont un impact sur la fraternité, mériteraient de voir le débat se porter à ce niveau et poser franchement et plus ouvertement la question de la fraternité chaque fois qu'elle est effectivement en jeu. Alors, moi, j'ai envie de vous interpeller en vous demandant si finalement on ne souffre pas d'une sorte d'imposture. Parce que, soyons clairs, les politiques de solidarité n'ont pas été faites par bonté d'âme. Et je crois que intuitivement, les gens le savent. Ils savent qu'on est dans une société postmoderne qui va laisser un certain nombre de gens sur le bord du chemin parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans le système économique qui est le nôtre. Et que,
finalement, et c'est en ça que je disais que quand la gauche a abandonné le système de la lutte des classes, elle est arrivée aux solutions individuelles de solidarité, c'est parce que finalement, on ne donne pas aux exclus par bonté d'âme, par fraternité. On leur donne pour faire tourner la machine économique néo-capitaliste, parce que c'est la seule façon qu'elle marche. Si on ne veut pas qu'il y ait des gens sur les barricades, il faut leur permettre de survivre. Sinon, ils vont venir attaquer les nantis. C'est clair. C'est ça que fait la société. Et les gens, ils savent bien qu'on les trompe en leur disant que c'est par bonté d'âme. Les hommes politiques ne sont pas bons. Ils veulent être efficaces. Vous voulez répondre? Mais c'est un coming out émouvant d'une femme politique. Mais ce n'est pas la première fois que je le dis. Oui. Non, mais là, je me plaçais du point de vue des électeurs, voilà, qui vont avoir à choisir ceux des hommes politiques qui, comme vous, voilà, ont le souci de redresser de ne pas rentrer dans la décision publique par cynisme. Bon. Et je crois que ce qui fait d'ailleurs que la décision ou les organisations publiques ne peuvent pas aller, je crois, jusqu'au bout de ce cynisme qui est tout à fait, qui peut être une des vraies clés d'un certain nombre de constructions collectives, c'est qu'un système donc, de pure solidarité, de pure redistribution utilitaire, très vite se recroqueville et meurt. Je ne crois pas que des systèmes de solidarité dans lesquels la recherche, au fond, de l'intérêt personnel que moi j'en tire en tant que contributeur puisse être durable. Et je pense que c'est aujourd'hui un des grands dangers que courent nos systèmes de protection sociale, que de se vider de leur sens profond. Dans le domaine de l'assurance maladie, je crois qu'il y a un principe qui n'apparaît pas assez dans le débat public, qui est que c'est un système de solidarité entre bien portants et malades, et que derrière une solidarité entre bien portants et malades, il y a l'idée que la maladie de chacun est la maladie de tous. Et je crois que si cette conviction, cette adhésion collective a une valeur qui dépasse de beaucoup ce qui serait strictement nécessaire en termes strictement utilitaires, si ça n'est pas porté avec force dans le débat public, notre système d'assurance maladie va se recroqueviller, mourir et éclater dans une multitude de systèmes de couverture privée. Donc je crois que les grandes constructions collectives, même si elles pourraient à l'origine avoir des intentions mêlées, et ne peuvent pas tenir durablement sans un véritable choix qui repose sur le vivre ensemble. En tout cas, vous nous avez bien montré comment on peut aussi, d'une certaine façon, en pervertir la perception par le bénéfice que chacun en retire par lui-même, en perdant de vue l'ambition collective et la nécessité, le sens du système tout entier. Je voudrais qu'on revienne un instant sur le monde du travail par lequel on a commencé tout à l'heure. Il y a une question qui me vient, qui est... pas très gentil, Charles Gazeau m'en voudra beaucoup, mais c'est vrai que de tous les ateliers remonte le sentiment d'une fraternité nécessaire et beaucoup de bonne volonté qui ne nie pas les obstacles, mais beaucoup de bonne volonté pour cette démarche d'ouverture à l'autre et d'une plus grande fraternité. Il y a peut-être un lieu où ça paraît encore plus irénique qu'ailleurs, c'est le monde du travail dans les conditions dans lesquelles le travail s'exerce aujourd'hui, en sachant que la fraternité, ce n'est pas la finalité des entreprises, si je m'en tiens au secteur privé. Bon, je trouve que c'est une question difficile et je ne pense pas être capable d'y répondre tout à fait, mais je voudrais dire que dans le propos de Denis Pifteau, enfin moi j'ai noté plusieurs phrases, plusieurs points qui peuvent éclairer la question dans le monde du travail. Il a parlé des regards qui sont des gifles et contre lesquels aucune loi ne peut rien. Moi, j'aime bien dire, au risque de paraître utopique, mais cette utopie-là me paraît une réalité possible,
que le cœur du management, pour reprendre le mot à la mode, c'est l'écoute, c'est la bienveillance et c'est la reconnaissance. On passe énormément de temps à vouloir améliorer de la productivité, des rythmes, et est-ce qu'on prend suffisamment celui de penser à tout ce temps perdu parce que des hommes et des femmes ne se sentent pas reconnus, ont l'impression d'être tenus pour... et tout ce temps passé sans doute devant des machines à café où on dit « mais tu comprends, on me dit ceci, mais qu'est-ce que je viendrai demain ?» Voilà, je crois qu'il est urgent qu'on se souvienne. J'ai été DRH pendant une petite trentaine d'années. Et j'ai vraiment le sentiment que j'ai reçu énormément de personnes à qui je n'ai donné ni augmentation de salaire, ni la promotion qu'ils souhaitaient. De quoi m'ont-ils tous remercié? De mon écoute. Et pourtant, j'aurais pu faire infiniment mieux, j'en suis parfaitement conscient. Je crois que ce dont les hommes et les femmes ont besoin dans le monde du travail, c'est beaucoup de l'écoute, de la reconnaissance. Il y a des gifles, il y a des regards qui sont des gifles. Le deuxième point, Denis Pifteau a dit quelque chose que j'entends très fort. Il a dit « Oser, la fraternité, ce n'est pas une règle, un principe, mais une devise ». Et il nous a dit « Oser l'affirmer collectivement comme valeur ». J'ai participé j'ai eu largement une part de responsabilité dans la société, dans le groupe où je travaillais, d'énoncer des principes de comportement et d'action. Nous savons tous très bien qu'il peut y avoir des gros codes d'éthique qui sont les paravents des pires hypocrisies. Nous avons fait dans cette société quelque chose de très simple. Et comme dans un livre qu'ici beaucoup ont lu, ce livre-là, il a 2 commandements. Le second, c'est d'aimer les frères, et on nous dit que le second est égal en importance au premier. Eh bien, également, dans les principes de la société où j'ai travaillé, que c'est un copain, je peux l'appeler par son nom, il y a les 2 premiers principes. Le premier est l'engagement professionnel et le second est le respect des personnes. Eh bien, je pense que, c'est ce que j'aimais dire en tout cas souvent, que le 2e commandement chez nous aussi était égal au premier en importance. C'est-à-dire qu'il me semble qu'à partir du moment où on ose affirmer des valeurs et les poser, ça ne changera rien. Mais à condition d'avoir un minimum de souci de cohérence entre le dire et le faire, que quand même, si on lit bien l'Évangile, l'un des principaux péchés qui sont dénoncés par Jésus, il me semble que l'on peut montrer un certain nombre de choses. Et quand on a le courage d'affirmer, il est quand même plus difficile de reculer. Et puis je dirais un dernier mot pour ne pas être long. Je trouve qu'à travers tout ce qui est évoqué ici, moi, ce qui me fait toujours peur, c'est que nous repartions avec un sentiment que de toute façon c'est si complexe qu'on ne peut rien y faire. Et je ne prétends pas apporter des paroles d'espérance, mais je trouve qu'il est très important de réfléchir à ce que j'aimerais appeler la dialectique du cœur et de la structure. On ne peut pas attendre que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, comme disait Voltaire, avant de se mettre au travail. Et je reste persuadé qu'une des forces de la fraternité, c'est que précisément elle dépend de chacun de nous, qu'elle s'insère dans tous les interstices de nos relations, dans tous les lieux dont nous avons parlé aujourd'hui. Et par conséquent que vous tous qui êtes ici, moi comme vous et nous tous, nous avons une petite part de responsabilité, mais que si nous transformons notre cœur, eh bien, il me semble qu'on peut faire des grandes choses. Très souvent, on est pris par l'émotion des images. Je regardais hier soir le journal télévisé. C'était le journal très tard, mais il y avait un passage sur les Roms en Roumanie. Mais c'est une horreur de laisser faire des choses comme ça aujourd'hui. Mais si je me tiens à mon émotion spontanée, ça sert à quoi? Il me paraît bien évident que la fraternité, en tout cas pour des chrétiens, elle est le lieu de notre combat spirituel. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons suffisamment de courage et suffisamment de discernement pour passer de cette émotion à des engagements, à des actions concrètes. Alors, ça ne changera pas tout le monde immédiatement. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées ici auxquelles je ne comprends qu'un petit peu. Mon métier à moi, il était d'être à l'écoute des autres. Mais je crois quand même qu'il y a là quelque chose de très important et que, voilà, moi je pense que si chacun d'entre nous repart de cette journée avec le sentiment que nous sommes tous participants
participant de l'espérance d'un peu plus de fraternité dans ce monde, eh bien, on aura passé une bonne après-midi. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage vibrant. On a dit que vous pouviez aussi participer avec vos questions. Il y a déjà des signes pour des questions de la salle au premier rang. Madame Bachelot, d'abord, vous vouliez réagir sur l'intervention de Monsieur Grenet? Oui, je voulais réagir sur ce monde de l'entreprise où il a parlé du système d'organisation et qui était plus ou moins facilitateur de fraternité. Je dois dire que le combat féministe qui est le mien m'a aussi amené à revisiter les systèmes d'organisation. Je suis très frappée par la différence de légitimation au pouvoir qu'il y a entre les hommes et les femmes dans les structures humaines, politiques ou d'entreprises entrepreneuriales ou même associatives. L'homme, c'est Bonaparte au pont d'Arcole, il saisit le drapeau et il regarde ensuite s'il y a du monde derrière lui. Et la femme n'est légitime que parce qu'elle exprime le consensus du groupe. Et elle est sans arrêt obligée de se relégitimer au groupe pour savoir si elle exprime bien une démarche sinon consensuelle, du moins majoritaire. Et cette façon de procéder qu'on a appelée caricaturalement féministe, mais parce que nous avons bien été obligés de l'adopter pour arriver à prendre les postes qui nous revenaient, c'est une démarche profondément moderne. Et c'est la façon de bien faire fonctionner les structures humaines, c'est-à-dire d'être sans arrêt dans un mouvement de va-et-vient entre l'autorité qu'on exprime et de savoir si elle est comprise, si elle est adoptée, si elle est nourrie d'ailleurs, cette attitude d'autorité, ce processus d'autorité, si elle est nourrie par le groupe. C'est pour ça qu'elle me gêne un peu, la fraternité, parce que dans fraternité, il y a frères, il n'y a pas beaucoup de sœurs. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. On va... Voilà, non, c'était juste une petite plaisanterie, juste pour ouvrir le débat. On va considérer qu'elles sont incluses. Question au premier rang de Monseigneur de Dinchin. Alors, par pure bonté d'âme et par charité chrétienne que je n'ai pas parlé de l'Église catholique, ça c'est sûr. Alors franchement, en levant le doigt, je ne m'attendais pas à ce que Mme Bachelot apporte la question de cette manière, parce que moi, du coup, je pose la question. Donc nous parlons de fraternité, mais je n'ai pas encore entendu parler de père. Si je l'ai dit. Donc, si vous l'avez dit. Il ne peut pas y avoir de fraternité s'il n'y a pas un père. C'est qui suppose un père. Voilà. Alors, évidemment, en étant inspiré par la réflexion biblique, du coup, ça me pose question, cette question de la paternité. Peut-on être frère sans père, sans la reconnaissance d'un père? Donc, j'ai trouvé les critères, les ingrédients que Monsieur Pifto donnait tout à l'heure stimulants. Les trois ingrédients de la fraternité, donc l'égalité, on y est beaucoup venu, l'écoute mutuelle et la vérité dans la relation. Alors évidemment, quand on se projette dans l'univers biblique qui nous engendre, on est dans un climat qui, par certains aspects, est tout de même différent. Parce que quand on voit Ésaü et Jacob, ils sont frères. Mais alors, ils sont frères d'un même père. Mais alors, c'est pas forcément l'entente. C'est la jalousie, la rivalité. Voilà. Donc, tous ces ingrédients font partie. Et je trouve que c'est très important qu'on ait conscience, même si nous visons les ingrédients que M. Pifto donnait, c'est très important, je trouve, qu'on ait conscience que, en fait, ça fait aussi partie du terreau c'est ce qu'a souligné de la fraternité. Famille, si je peux me permettre de compléter, Monseigneur, qui a souligné que la fraternité était une expérience pas simple. Voilà, c'est ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il me semble que cette conception du Père que nous avons dans la Bible, alors on peut l'étendre tout de même parce que on voit bien que dans chaque nation, il y a des événements qui ont engendré et qui jouent un rôle d'engendrement
dans la fraternité qui se constitue. Et puis je crois que dans des groupes plus restreints, l'action commune engendre et permet de construire, de tisser quelque chose de cette fraternité. En tout cas, il me semble que si nous avons fortement chevillé au corps ce projet de fraternité, je pense à la manière dont Benoît XVI médite sur la mondialisation dans l'encyclique Caritas in Veritate, cet horizon que notre humanité vient d'un même père, je crois que c'est quelque chose qui est une lumière et qui nous inspire aussi. Merci. Si la fraternité est apparue au moment de la Révolution française, c'est véritablement historiquement cela. C'est l'être suprême, c'est ce qui a été travaillé dans les loges maçonniques tout au long du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, avec effectivement surplombant l'idée d'un père qui transcende et qui permet cette fraternité. Il n'y a pas de frère si il n'y a pas de père. Donc effectivement, la fraternité, c'est par définition une valeur transcendante. C'est pas une valeur opérationnelle. Elle a besoin de se décliner par des modalités opérationnelles. Oui, c'est un appel à la transcendance. C'est une vision platonicienne de l'existence humaine. Je dirais qu'incontestablement, je crois que ça fait vraiment, ça ne peut que faire accord entre nous tous. La fraternité pointe vers la question du fondement. Qu'est-ce qui fait que nous sommes liés? Qu'est-ce qui fait que nous sommes sœurs et frères? Voilà. Et alors, j'essaie de m'assurer des alliés. et donc, dans une société plurielle, laïque, vers ce point aveugle, au fond, de ce qui justifie que nous fassions société ensemble. Je ne crois pas que, même si incontestablement, ça renvoie à un au-delà du groupe que nous formons, puisqu'il s'agit précisément de ne pas justifier le fait que nous sommes ensemble parce que nous sommes utiles les uns aux autres, parce que nous rendons des services. Il y a une inconditionnalité préalable. Et c'est en cela d'ailleurs que le cercle familial est un creuset du lieu où se joue la fraternité. On ne choisit pas. Bon. On ne choisit pas et nous ne pouvons vivre une authentique fraternité que dans la mesure où nous considérons que la mise en relation fraternelle s'impose à nous. Si c'est une relation dans laquelle intervient le choix, la préférence, on voit qu'on fausse inévitablement le sens même de la relation fraternelle. Est-ce que pour autant nous devons collectivement poser la question du fondement ethnologique, spirituel, historique, tous ces éléments, tous ces ingrédients en jouent, de ce qui a constitué à un moment donné le groupe que nous formons? Ça peut être une question intéressante, je ne suis pas sûr qu'elle soit nécessaire sur un plan opératoire. Et je pense que dans les grandes politiques du handicap ou de la dépendance, il y a, là encore, ce point aveugle non traité, mais par-dessus lequel, au fond, on peut sauter à pieds joints, qui est de dire, nous formons groupe. Est-ce que c'est pour des raisons humanistes? Est-ce que c'est pour des raisons d'évolution des mentalités au cours de l'histoire? Est-ce que c'est comme nous pouvons dans cette salle, je pense majoritairement le penser, une humanité qui nous rassemble par un au-delà qui nous unit tous? Tout ça, toutes ces explications, toutes ces justifications peuvent être simultanément présentes, mais sans qu'il soit nécessaire, je crois, de pousser le questionnement dans l'espace public. On peut rentrer dans une démarche de fraternité de manière pratique. Voilà, je crois. Alors, à cela s'ajoute, j'ai bien entendu tout à l'heure, j'y adhère, je crois, la remarque de Xavier Grenet qui pointait du doigt quand même l'efficacité managériale des valeurs de fraternité. Bon. Et donc la fraternité en acte peut trouver sa propre justification. Elle pointe, c'est vrai, vers en analyse. Si on analyse le fond des choses, je suis d'accord qu'elle pointe vers un fondement qui est au-delà du groupe. Bon, mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'éclaircir cette question du fondement pour se mettre en marche tout de suite. Et je crois que aussi bien dans l'entreprise que en matière de lien avec des personnes handicapées ou privées d'autonomie, cette mise en marche
peut se faire d'elle-même et peut d'ailleurs s'alimenter elle-même. Et je terminerai là-dessus. Je crois qu'il y a une praxis de la fraternité. La fraternité, elle est engendrée par l'existence d'un groupe qui se reconnaît comme nécessairement lié, mais elle contribue aussi à créer le groupe. Est-ce que je peux quand même dire une anecdote ? Parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a quand même un responsable politique qui a osé utiliser le mot fraternité sous l'immense éclat de rire de la classe politique, c'est Ségolène Royal. Vous vous rappelez ce colloque, cette manifestation, ce meeting qu'elle a fait. Et c'était très intéressant parce qu'elle disait fraternité. Hein ? Et la façon, la réaction de rejet dont elle a été l'objet, de par ses opposants politiques, ça j'allais dire c'est la règle du jeu, mais de la part de sa propre famille politique, nous dit quand même des choses très très fortes sur notre débat d'aujourd'hui. Et les organisations politiques, dans le sens brodélien du terme, interpellent de façon continue la fraternité et la dialectique qu'il y a entre fraternité et solidarité. On voit bien que Fernand Braudel, il dit au départ, il y a la notion de pays. Donc il y a une notion qui est une notion de fraternité. Puis il y a l'État. On passe à une notion de solidarité. Il faut une organisation politique. Ça va être de manière verticale. Puis l'État, par l'exigence que cela entraîne pour des citoyens de plus en plus conscients, amène à une nation. Et là, on quitte la solidarité, on revient à la fraternité. Puis la nation va vouloir se construire sur des valeurs de démocratie, puis de république. Et là, à nouveau, on va faire le chemin entre solidarité et fraternité dans un mouvement de va-et-vient. Et c'est ça, finalement, la question de cet après-midi. Quelle place on donne aux uns et aux autres dans les organisations politiques, dans les organisations familiales, dans les organisations de travail? Question ou intervention du père Bernard-Henri Dubreuil, et puis on retourne aux questions de l'assistance ensuite. Oui, je voudrais souligner un petit livre qui est dans votre bibliographie et qui me paraît très très éclairant sur ces questions-là. Un livre de Catherine Chalier qui s'appelle « La fraternité, un espoir en clair-obscur » et qui montre que nous sommes travaillés, nous occidentaux, par deux conceptions de la fraternité. Une conception juive et une conception grecque. Je commence par la conception grecque qui est la plus commune. C'est que la fraternité, c'est un destin. Voilà, nous sommes frères et sœurs de commune humanité liés par le même destin. Et la conception juive ajoute quelque chose de très important, quelque chose d'eschatologique, qui aurait quelque chose de pas encore. C'est-à-dire qu'il y a, à travers ce destin très conflictuel, on le voit bien dans Caïn et Abel, il y a la possibilité d'une reconnaissance, voire d'une réconciliation qui nous aide à assumer ce destin et à construire une vraie famille humaine au sens de quelque chose qui s'engendre. Il y a une notion passive chez les Grecs et une notion active. C'est ça aussi la dialectique de la fraternité. Intervention ou question dans la salle, Charles Gazeau. Oui, je revenais sur le développement de Yvetot et oui, sur la notion justement d'exercice de la fraternité ou l'invitation à exercer la fraternité et se reconnaître là où nous sommes frères. Et sur l'introduction de Monseigneur de Dinochin sur le fait d'être aussi frères parce que nous sommes du même père. Mais justement, l'exercice de cette fraternité, au ras des pâquerettes, je dirais, nous invite aussi à travers notre démarche humaine de petit à petit de reconnaître qu'en étant frères, nous avons un même père. Et je pense que là, il y a une dimension montante, même si par notre enseignement, notre culture religieuse, on sait qu'elle est descendante. Mais voilà, pour aussi peut-être se retrouver en un certain œcuménisme de compréhension avec nos frères croyants, enfin il est peut-être important aussi de repartir sur cette base-là et de travailler cette fraternité au quotidien. Voilà. Alors, un mot, parce que j'ai trouvé
Non, décidément. Merci, vous avez celui qui marche. Je crois qu'il faudrait vraiment qu'on s'arrête sur ce point tout à fait important, qui est de savoir pourquoi, lorsqu'effectivement, alors indépendamment des personnes, et il peut y avoir d'autres éléments de contexte qui expliquent bien, mais lance le mot de fraternité. Roselyne Bachelot parlait de meeting de Ségolène Royal. Ça fait rire. Et puis, on s'attire des quolibets, des haussements d'épaules, des sourires en coin. Et d'ailleurs, ici, entre nous, on peut en parler, on ne se moquera pas les uns des autres. Mais enfin, si on sort à l'extérieur dans la rue et qu'on dit qu'on est allé à un colloque sur la fraternité, bon, enfin, on peut toujours faire le test dans la rame de métro. Bon. Oui. Voilà. Alors, et je crois que vous avez raison de poser point. Il faut s'arrêter là. On ne peut pas passer dessus en disant ils n'ont rien compris, nous sommes entre nous. Voilà. Je crois qu'il y a, c'est tout à fait fondamental. Et alors, un des éléments de réponse, et c'est intéressant parce que dans l'atelier être fraternel avec des personnes en situation de grande exclusion sociale, ce point est tout à fait remonté de manière extrêmement claire, ça a été dit. La fraternité, c'est à la place, c'est pas en substitution des droits, c'est pas en substitution des obligations de faire qui doivent peser sur l'entourage, la société. Il y a une exigence. Au fond, la solidarité ne peut, la fraternité ne peut jouer correctement que si elle est sur les épaules de relations civiles et sociales qui ont su incarner d'abord la solidarité. Dans l'atelier en question, l'exemple était très simple, et d'ailleurs c'est quelque chose que dans ma paroisse de banlieue j'ai connu aussi, des accueils d'hiver, des accueils de nuit pendant l'hiver, bon, mais qui ne fonctionnent que pendant l'hiver, et où pendant l'hiver se joue dans un local un accueil régulier, à la fois très concret, pratique, d'accueil le soir, de nourriture, de couchage, mais aussi de présence personnelle, d'accompagnement, de dialogue avec des personnes qui sont à la rue. Et puis au printemps, il n'y a plus d'accueil d'hiver. Voilà. Et les personnes repartent. Et alors, quand on a vécu un moment de fraternité, d'autres exemples étaient donnés, comme celui-là, on a le sentiment que cette fraternité débouche sur du vide. Enfin, et les gens sont renvoyés à la rue d'où ils venaient. Et que signifie un moment d'intensité fraternelle s'il n'apporte pas des solutions plus concrètes de retour à l'emploi, d'insertion dans un milieu au moins de réadaptation ou de retour au travail, de retour au logement, et ainsi de suite. Et donc je crois qu'on ne peut pas raisonner fraternité si on n'a pas au départ et simultanément posé des bases extrêmement fermes en termes de droits et de solidarité. Je crois que s'il en va de même, on pourrait prendre des tas d'exemples pour notamment les personnes handicapées. Frédéric Contencin, est-ce que vous voulez réagir ou compléter ? Je pense que M. Pifto a extrêmement bien répondu sur cet aspect de la fraternité qui, comme relation envers les personnes en situation d'exclusion, doit être menée de front avec le respect de leurs droits. Mais je pense que le respect, il est omniprésent dans une relation fraternelle vis-à-vis de ces personnes. C'est que la relation doit absolument... Parce que la relation avec une personne en situation d'exclusion, la fraternité... Et c'est la question qui a touché essentiellement notre atelier. C'est que quand on est bénévole, qu'on est plein de bonnes intentions, qu'on veut absolument établir une relation de fraternité, comment faire pour que cette relation soit acceptée par l'autre ? Et en fait, ça nous a posé beaucoup plus de problèmes et d'interrogations par rapport à la perception de l'autre. Enfin, comment l'autre allait nous percevoir et accepter cette relation qu'on avait envie d'initier avec lui. Alors, on a beaucoup débattu autour de cette question, et notamment sur le fait que parmi les personnes qui étaient à l'atelier, certaines avaient essayé seules
d'établir cette relation avec une personne qui était en bas de son Porsche, par exemple, etc. Et qu'il y a une petite anecdote que je vais vous faire remonter, c'est qu'il y a une personne parmi vous qui nous a raconté qu'un jour, elle s'est assise à côté du SDF qui était en bas de chez elle et qu'elle avait vu passer sa concierge, son voisin, etc. et qu'elle avait pu ressentir, elle, à quel point le regard de l'autre était terrible à vivre. Et elle a compris que déjà dans cette perception de l'autre, dans ce respect, et la première marque de respect vis-à-vis de ces personnes, c'est déjà le regard qu'on leur porte. S'il y a un peu de bienveillance dans ce regard, s'il y a déjà un peu d'attention à l'autre, c'est peut-être déjà un début de fraternité. Et pour toutes ces personnes qui s'inquiétaient de savoir comment, avec le peu de temps dont elles disposaient, comment pouvait-elle avoir accès à cette fraternité auprès des plus faibles. Et donc on a émis l'hypothèse que déjà un regard bienveillant était une amorce de fraternité. Je vois que voilà. Bon, enfin, j'ai plein d'autres choses à vous raconter, mais je vais repasser la parole. Voilà. Alors, on va y revenir. Si vous avez des questions dans la salle, faites-moi un petit signe pour que je le sache, monsieur. Oui, je ne sais pas si ça marche bien. On vous entend. Merci beaucoup pour ces brillantes interventions. J'avais une petite anecdote qui est en lien avec la dernière partie de la fin du processus de formation dont M. Picteau a parlé tout à l'heure, parce que j'ai croisé une personne de la Croix-Rouge qui faisait la quête. Et elle m'a raconté que l'argent servait, entre autres, à faire des séances de formation en prison. Et elle expliquait que les séances de formation au secourisme en prison, ça permet de détendre l'atmosphère et de mettre peut-être un peu de fraternité. Et ça me fait penser au fait que vous disiez que dans votre groupe, là, le processus de formation, chacun prenait la place de l'autre. Donc quand on change les rôles, en quelque sorte, on est dans une situation différente. Et j'ai vécu ça au travail aussi, où je me rendais compte quand on était avec des collègues en mission, on avait d'autres rapports qui s'instauraient et que automatiquement ça facilitait le travail par ailleurs. Et l'autre point que je voulais souligner, c'est dans l'Église, il y a un phénomène dans certaines congrégations, à une époque qui s'appelait pères qui sont devenus frères. Est-ce que c'est une interrogation à avoir là-dessus? C'est dominicain par exemple, on ne peut pas les nommer. Mais les Chartreux, ça peut être toujours père, un tel, etc., donc quelque chose. Et d'autre part, je voulais souligner que Antoine Zondag, qui est prêtre au Secours catholique, qui est peut-être ici d'ailleurs, a écrit un très bel ouvrage, La solidarité, un chemin de spiritualité, et sur lequel il s'interroge beaucoup d'ailleurs sur le cas de Saint-Martin, et en fait il évoque beaucoup de situations d'une évolution de la France laïque vers une plus grande fraternité. Donc, merci. Si jamais il n'est pas dans la bibliographie, on le rajoutera sur Internet. De fond sur le sujet. Merci. Oui, excusez-moi, je n'avais pas tout à fait terminé mon propos tout à l'heure. Je voulais donc rebondir sur le fait que la fraternité... vis-à-vis la relation de fraternité aux plus pauvres est très difficile à vivre seul. Et j'insiste beaucoup sur ce fait. Je recommande vraiment aux personnes qui souhaitent, en tout cas, démarrer ce type de relation, le faire au sein de structures, petites ou grosses associations. C'est absolument, à mon avis, très très important, parce que c'est une relation qui n'est pas facile à porter et que le travail d'équipe et le partage est très très important également dans ce sens. Voilà. Merci. Et donc nous permettre d'obtenir des lieux de fraternité dans les politiques publiques est d'autant plus important. Voilà. Alors, Xavier Grenet voulait intervenir également. Non, je voulais juste dire un mot. Je partage tout à fait ce qu'a dit Denis Pifteau tout à l'heure sur la nécessité d'une action. Mais je trouve quand même, en même temps,
qu'il faut distinguer être et avoir. Je suis bénévole en soins palliatifs à la Maison Jeanne Garnier à Paris et nous n'avons pas d'autre action qu'une présence, qui est même quelquefois une présence silencieuse, que des regards qui ne sont pas des gifles, et puis d'ailleurs, le fond du fond, si nous croyons que c'est nous qui apportons, nous faisons une grave erreur. En général, nous recevons infiniment plus que ce que nous apportons. Et j'en profite d'ailleurs, madame, pour vous dire que lorsque vous êtes venue parler au congrès de la SFAP, je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 ans, enfin, vous aviez dit des choses, en tout cas, qui avaient beaucoup connoté chez les bénévoles que nous sommes. Y a-t-il d'autres questions ou interventions parmi vous ? La fraternité, de toute façon, c'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant. Madame, alors un micro au premier rang, voilà. Voilà, madame. Je pense que parmi vous et parmi l'Assemblée, beaucoup ont vécu l'impuissance de la fraternité. Je veux parler de l'impuissance de la fraternité. Un simple exemple. Je m'occupe du mal logé. Il est venu, ce jeune homme de 20 ans, me dire « Je ne sais pas où dormir ». Avec beaucoup de difficultés, je lui trouve une couverture et un endroit près de notre église. Et de me regarder et de me dire « Vous me prenez pour un chien ?» Vous voyez ce que ça peut faire lorsqu'on reçoit ça en pleine figure, que l'on s'est vraiment démené pour avoir un minimum. Et quand on rentre chez soi et qu'on a son lit, je vous assure qu'on ne dort pas de la nuit. Alors, je voudrais justement, pour ne pas céder à la tentation de l'irénisme, qu'on revienne un instant sur les difficultés aussi de la fraternité. L'atelier famille, manifestement, en a parlé. Vous avez cité Caïn et Abel. Monseigneur Dinchin nous parlait d'Ésaü et Jacob. Il y a quand même un certain nombre de cas où, manifestement, il ne suffit pas d'être frère ou de se penser frère pour que tout soit aplani et la relation aille de soi. Anne Mayol. Oui, merci Philippine, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, là, c'est le sentiment d'appartenance. Et je crois qu'on ne peut pas se sentir frères des uns des autres si nous ne nous sentons pas appartenir à une même, alors on va dire une même origine, une même destinée, une même famille, mettez les mots que vous voulez dessous. En tous les cas, ne sont frères que ceux qui appartiennent à un groupe, à une famille. Alors on a parlé du père, il faudrait peut-être, Madame Bachelot, dire la mère aussi, pour redonner un peu de féminin dans l'histoire. Vous savez bien la blague qui dit qu'on n'est jamais sûr du père, mais toujours de la mère. Bon, donc on est bien frères et sœurs d'une même mère, et du même père, évidemment. Hein. Mais on est pétris d'une même humanité. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que dans une famille, bon, j'ai expérience familiale, évidemment, la fratrie ne va pas de soi, mais c'est un enrichissement mutuel, évidemment. Quand elle est, j'allais dire, sauvée par l'autorité parentale, parce qu'il y a un salut dans la fraternité. Il n'y a pas que de la difficulté, mais il y en a. La lucidité, c'est de regarder comme elles sont. Quand un aîné est mis au pinacle et que les petits derniers n'ont pas la parole, on ne crée pas de la fraternité. Donc il faut repenser ou continuer de penser la famille en termes d'éducation de l'enfant, d'éducation des membres de la famille, de paroles qui circulent, là je donnerai d'autres éléments dans d'autres lieux. Petite pub pour l'Institut de la famille, bref, parenthèse. Voilà, mais c'est pas le lieu. Plus fort, parce que sinon c'est pas la peine. Voilà, c'est pas le lieu ici voilà, il y a l'Institut de la famille qui vous donnera un peu beaucoup de choses là-dessus. Mais ce qui est important, surtout, je crois, au niveau familial, c'est que nous expérimentions toute la panoplie de ces relations fraternelles. C'est-à-dire aussi bien la difficulté que le salut que ça représente. Le salut, c'est se pardonner, le salut, c'est se réconcilier, le salut, c'est faire confiance, c'est donner la chance à ces jeunes d'aller dans le monde et de choisir leur destinée, et de ne pas en faire les clones, excusez-moi, mais parentaux. Hein. Y aurait beaucoup d'exemples là-dessus, mais que chacun est unique et chacun doit être respecté pour ce qu'il est. Et alors oui, à ce moment-là, quand vous demandez des lieux de fraternité, ces lieux de fraternité, déjà, essayons de soutenir ces lieux comme la famille, pour que ceux qui vont aller dans le monde et ceux qui vont être partisans et acteurs de la vie sociale puissent porter en eux-mêmes cette expérience fondamentale de l'origine. Et voilà, donc je défends évidemment
la famille, mais aussi la vulnérabilité que nous portons dans nos familles. Parce que nous sommes des êtres fragiles et vulnérables. Et je crois que c'est ça aussi qui fonde la fraternité. Nous ne l'avons peut-être pas assez dit. Le regard fraternel, il est presque automatique, j'allais dire, quand nous avons expérimenté notre propre fragilité, notre propre vulnérabilité. Et ça s'expérimente d'une manière sereine, stable et sécure dans la famille. Si nous n'avons pas expérimenté ça dans notre famille, nous aurons du mal à l'expérimenter à l'extérieur, ça c'est vrai. Donc soyons des familles où nous accueillons cette fragilité de chacun, cette vulnérabilité de chacun, où chacun peut être fondamentalement lui-même et oser l'être, évidemment, avec tout homme qui est mon frère, toute sœur, toute femme, enfin, mettez tous les mots que vous voulez derrière, mais regardons l'autre comme celui qui est pétri de la même humanité que la mienne. Voilà. Mais ça s'expérimente, encore une fois, dans la famille. Donc, merci de soutenir la famille. Voilà. Je crois que ça va mieux marcher, ça, c'est pas gagné. Faut l'allumer. Voilà, ça a l'air de non. Si, ça marche. Je crois que, madame, vous venez de dire quelque chose de très fort. Mais je crois qu'il faut absolument, à l'intérieur de la famille, croiser la fraternité et la liberté. Je me souviens que ma grand-mère m'avait donné une des clés de la liberté en me disant un jour que je me disputais avec mon frère et ma sœur, comme d'habitude. Elle m'a dit, tu sais, les frères et sœurs sont des gens avec lesquels vos parents vous obligent à vivre. Et d'une certaine façon, elle m'a donné les clés de ma liberté. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai plus été obligée de les aimer. J'ai choisi de les aimer. Et je crois qu'il faut toujours, Denis Pifteau le disait tout à l'heure, croiser les trois valeurs du fronton. Elles sont très fortes, les trois valeurs du fronton de la République. Il ne pouvait y avoir de fraternité que parce que nos parents nous donnaient les mêmes chances et parce qu'ils nous avaient donné la liberté de nous aimer. Oui, Pifteau, vous vouliez réagir aussi. Oui, à ce que vient de dire Anne-Mayol et à ce que vous avez dit, madame, au premier rang, et qui pointe du doigt une des réalités les plus profondes de la fraternité, c'est qu'on ne peut pas être fraternel tout seul, par construction. Et alors, quand on creuse un peu ça, j'évoquais tout à l'heure en disant qu'il y a une attente de réciprocité dans la fraternité. On ne s'adresse pas, c'est une relation c'est au moins à deux, voire à davantage. Et donc, il y a une fragilité intrinsèque, une vulnérabilité, ça rejoint d'ailleurs ce que vient de dire Anne Mayol, il y a une vulnérabilité absolue dans le parti pris de la fraternité. Il fait fondamentalement partie de la prise de risque de la fraternité. Ce que vous avez vécu, alors on préfère que ça ne se passe pas comme ça, mais ce que vous avez vécu est intrinsèque à la prise de risque de la fraternité. Et ce qui fait qu'il y a dans ce geste de la fraternité une rupture radicale avec d'autres modes de relations sociales reposant davantage sur l'échange, sur le contrat, sur le je donne, je suis en droit d'attendre, je peux tirer devant un juge celui qui n'a pas répondu à ma demande. Bon, c'est un mode radicalement différent. Et par conséquent, c'est un mode tellement différent qu'il ne peut pas relever des instruments de l'action publique traditionnelle, de la loi, de l'ordre, de la décision, mais que parce qu'il est radicalement différent, il est indispensable, il est nécessaire. S'il n'est pas là, on voit qu'il va manquer quelque chose. Il va forcément manquer quelque chose. Bon. Alors voilà, il y a ce quelque chose que nous ne pouvons pas saisir avec les instruments ordinaires parce qu'il est vulnérabilité dans son cœur même, mais que nous devons arriver collectivement contre les rebuffades, contre les sourires, contre les lazzi, à faire émerger comme une nécessité du vivre ensemble. Bernard-Henri Dubreuil, est-ce que vous voulez prolonger cette réflexion ? Oui, je m'appelle Bertrand, mais je veux bien prolonger. Je voudrais dire que, en rebouclant avec le thème du colloque sur la crise, je pense que la crise que nous allons traverser, parce que je crois que nous sommes malheureusement qu'au début de cette crise, et si nous le voulons bien, peut-être une chance pour la fraternité. Je voudrais prendre juste un petit exemple.
J'ai été élevé dans un petit village du fond de la France, en Charente. Petit village où les gens sont partis petit à petit travailler en ville, ont été dispersés par la vie. Et il se trouve qu'il a été soumis à des orages très forts et à une grande inondation. Et alors que tous les gens se plaignaient d'avoir perdu la fraternité de leur enfance, eh bien, en quelques jours, ils l'ont retrouvée. Voilà, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à retrouver dans la crise. Bon, ça sera paradoxal parce que ça va d'abord faire mal et faire mal aux plus petits d'entre eux, aux plus fragiles. Mais on peut retrouver, et pour cela, je crois que la crise écologique a quelque chose de paradigmatique, c'est-à-dire que la crise écologique, comme elle va toucher tout le monde, elle peut nous aider à retrouver une fraternité vraiment universelle. Je vais me permettre de ne pas être d'accord avec vous. Je crois que la fraternité, elle est beaucoup plus exigeante que ça. J'ai eu à gérer un certain nombre de crises et on passe toujours par les mêmes phases. Face à une inondation, un tremblement de terre, un grand AZF Toulouse, un grand accident industriel, il y a une phase d'émotion et de sidération, une phase de solidarité, puis très vite, une phase de remise en cause des pouvoirs publics. Ils savaient et ils ne nous ont pas prévenus, ils ne nous ont rien dit, on nous a trompés. Donc, moi, j'insiste sur le fait que la fraternité ne peut pas être une émotion. Elle est une exigence, une philosophie, une ligne de conduite. Si elle est dictée par l'émotion, elle sera fugitive et manipulatrice. Je crois qu'en fait, ils sont d'accord, mais il faut que Bertrand le dise. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que quand j'ai dit que c'était peut-être une chance, il n'y a rien de mécanique, et c'est là-dessus que nous sommes d'accord. C'est-à-dire que si c'était mécanique, ça serait trop simple. Non, il s'agit de retrouver dans le fait que nous sommes tous soumis aux mêmes aléas, tous soumis à la même crise, des ressorts qui nous permettent d'aller plus loin et pas seulement de nous disputer comme des frères et sœurs, des ressorts qui nous permettent d'attendre ce pas encore de la fraternité. Pauline. Je voulais donner un petit exemple sur la manipulation. Auprès des enfants, on se pose toujours la question de savoir si on va leur demander de l'argent pour contribuer à une action humanitaire, une action charitable. Je ne sais pas très pour, parce que je me disais, ce n'est pas eux qui donnent d'eux-mêmes, ce sont leurs parents qui donnent quelque chose. Et en même temps, si nulle part les parents n'apprennent aux enfants qu'il faut donner, qu'eux-mêmes donnent quelque chose, où l'apprendront-ils ? Donc voilà, manipulation, émotion, un enfant à qui vous montrez effectivement des petits-enfants qui n'ont pas de cartable, qui n'ont pas de maison, c'est sûr qu'ils donneraient tout. Mais il y a quand même un lieu d'apprentissage qui est l'exemple des parents, l'exemple des adultes. Voilà. Merci Pauline. Il nous reste le temps pour une ou deux questions ou interventions de l'assistance. Monsieur. Revenir sur ce que j'ai entendu qu'a dit Madame le ministre, sur ce qui lui avait permis de gagner sa liberté. En fait, ce que vous avez dit, c'est très biblique. C'est l'image de Léa et de Rachel. Léa et Rachel vivaient dans la contrainte que leur imposait leur mari Jacob et que leur imposait Yahvé. L'une était féconde, l'autre ne l'était pas. Elles étaient en compétition permanente. Elles ont décidé de s'entendre, toutes les deux. Elles ont fait un petit contrat. Toi, tu couches ce soir avec Jacob, ce sera la dernière fois. Et puis, toutes les deux ont retrouvé leur place. Elles ont décidé de s'aimer. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. C'est-à-dire de dire, je ne suis pas prisonnier des contraintes qui me sont données par le groupe auquel j'appartiens ou bien par la situation. Mais il faut que nous décidions
dans les groupes, dans la vie là où nous sommes placés, comme l'a dit d'ailleurs Denis Pifteau, nous ne choisissons pas l'endroit où nous sommes placés complètement, nous ne choisissons pas nos voisins, eh bien nous décidons de les aimer. Et les aimer, ça veut dire peut-être pas forcément aimer celui qui est le plus loin de nous, mais commencer par celui qui est le plus près de nous, le voisin, réapprendre quelque chose que je crois quand même que nous avons beaucoup perdu. Vous étiez seuls. Est-ce que l'un ou l'autre... Madame qui n'est pas intervenue encore là, ici. Monsieur, juste après. Moi, je repartirai de ce qu'a dit Madame devant sur le fait de quelqu'un qui nous renvoie qu'on ne sait pas se mettre à la place de l'autre. Parce que le frère, hein, est-ce que c'est vraiment un autre moi-même? Je lis en ce moment René Girard sur la rivalité mimétique. Je pense qu'on n'a pas évoqué, je pense que l'unique chemin de fraternité, duquel on n'est absolument pas digne, mais qu'on poursuit, c'est celui de Jésus-Christ. C'est lui qui nous appelle à être frères, qui nous rend frères en lui. Et on sait par où c'est passé. Merci beaucoup. Monsieur. Voilà, dernière. Il y a un micro de l'autre côté. Voilà. Il arrive. Merci. Voilà. Oui, c'est simplement pour intervenir sur un point, puisqu'on parle beaucoup de solitude, et il me semble qu'au niveau fraternité, il y a un mouvement qui se fait dans les paroisses, en particulier à Paris, mais un peu partout. Il suffit d'aller sur Internet. Ça s'appelle Veilleurs d'immeubles, et je pense que c'est une conception tout à fait actuelle du fait que dans des grands ensembles, il y a des gens qui sont isolés. Alors le prêtre que je mentionnais tout à l'heure, quand je lui ai parlé de veilleurs d'immeubles, il s'imaginait que c'était des gardiens, des gens armés, etc. Et c'est pas du tout ça. C'est faire attention à son voisin qui est juste en face, la porte en face, et que quelquefois on ne connaît absolument pas, quoi. C'est bon. Et j'ai découvert ça au hasard de pérégrination dans une paroisse où le père, je ne sais plus comment il s'appelle, dans le 17e, était curé et a organisé une conférence là-dessus. Et en fait, c'est un sujet, à mon avis, très important compte tenu du logement et du fait qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont isolées. La crise de 2003 a révélé qu'il y avait des gens qu'on a trouvés et qui étaient morts depuis 15 jours, quoi. Donc, et tout le monde les ignorait. Bon, alors, les veilleurs d'immeubles, effectivement, ça existe dans un certain nombre de paroisses. Il y a plein d'autres initiatives qui existent. On aura compris, en tout cas, avec tous vos témoignages, vos interventions et les éléments que vous nous avez donnés pour nourrir chacun notre réflexion personnelle sur ce sujet, que bien sûr, il y a une question collective que nous devons continuer à réfléchir, à travailler ensemble, mais qu'il y a aussi et peut-être d'abord un engagement personnel, et cet engagement, il procède d'une décision personnelle, d'un regard que nous choisissons d'avoir, d'une ouverture que nous choisissons d'avoir. On arrive presque au terme de ces 2 heures, donc je voudrais que vous remerciez beaucoup tous ceux qui ont accepté comme ça cet exercice, Madame la Ministre, Monsieur Pifteau, et puis tous les témoins des ateliers. Merci à tous les 7. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. La parole pour conclure à Charles Gazeau. Mes amis, je suis très très heureux, et je pense que vous l'êtes aussi, d'avoir partagé cet après-midi et ce temps de réflexion en profondeur, je crois, sur ce thème de la fraternité. Bien entendu, je voulais vous remercier les uns les autres de votre participation et de tout l'apport que vous nous avez procuré cet après-midi. Je voulais vous faire un petit signe justement sur Diaconia 2013, qui est une initiative, un élan lancé par dans l'Église de France, qui nous permet justement et qui a pris comme thème « Servons la fraternité ». Alors je vais vous confier ici pourquoi ce sous-titre « Servons la fraternité », parce que lorsque j'ai été questionné par un curé parisien sur Diaconia 2013, enfin la charité voilà, entre nous, tout ça, c'est très bien. Servons la fraternité, c'est un peu compliqué. Donc je suis allé un petit peu aux sources. Et on m'a répondu que
lorsque ce projet a été présenté au président de la Conférence des évêques de France, donc notre archevêque, André XXIII nous a dit, bon, c'est très bien si vous vivez la charité entre vous et entre chrétiens, bon, rien à redire, mais si ça se limite à ça, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Et regardez plutôt comment cette charité débordante peut justement servir le monde d'aujourd'hui. Et donc l'équipe nationale a commencé à réfléchir en se disant, bah oui, si la charité doit déborder, elle doit servir la fraternité. Donc voilà la raison de ce sous-titre, Servons la fraternité. Vous allez trouver dans les documents qu'on vous a donnés en arrivant, justement la présentation de Diaconia 2013, qui, cet élan, on le poursuit à Paris suite à l'année éthique et solidarité de Paroisse en Mission qu'on a vécu tous ensemble l'an dernier. Donc je vous invite à le lire attentivement et puis à revenir vers nous pour voir comment vous pouvez vous engager dans cette démarche de servir la fraternité. Je voulais aussi, alors c'est assez classique, de conclure un colloque comme celui-là en reprenant les initiatives ou des paroles des uns et des autres. Je crois que ça a été fait abondamment et Philippine a su très bien le faire, donc je ne vais pas refaire des redites. Simplement, j'aimerais, comme le diacre le fait lors de la fin d'une célébration eucharistique, vous envoyer. Et pour vous envoyer, je voudrais vous dire quand même quelques bribes de fraternité. Et le premier, c'était ce que nous avons, et un témoignage que nous avons vécu à Lourdes, avec 500 personnes au mois de mai dernier, sur chemin de fraternité. Et ces chemins de fraternité, justement, étaient un cheminement avec ceux qui sont exclus ou qui sont en situation très difficile, de ceux qui les accompagnent. Et ça a été un moment inoubliable de grâce, d'humanité, de révélation des uns et des autres. Et je vois là des sourires et des hochements de tête en disant oui, c'était ça. Voilà, donc c'était une initiative qui était partie du Vicariat pour la solidarité dans cette année éthique et solidarité. Mais ce que je voulais surtout vous dire, et on m'a grillé un petit peu la vedette, là, en parlant des veilleurs d'immeubles, comment aujourd'hui, nous, chrétiens, au cœur de nos quartiers, on a cette attention à l'autre. Ce n'est pas de mettre des gardiens derrière toutes les personnes du quartier. Non, c'est cette attention à l'autre continuelle et permanente pour pouvoir justement l'aider et être attentif. Voilà. Et peut-être certainement dire aussi à nos concitoyens quelle est cette valeur de ce regard bienfaisant et tout à fait aimable envers l'autre. Mais il y a également... je ne vais pas trop... l'hiver solidaire, qui est un très beau lieu de fraternité et d'humanité, qui est assez prophétique dans sa démarche, pas assez, très prophétique dans sa démarche, et qui invite à faire toujours plus dans ce parcours. Donc voilà, quelques initiatives, mais pour vous dire aussi et vous inviter à être des pontonniers de la fraternité, lancer des ponts, pour des pontifs, je n'ai pas osé employer ce terme-là, mais des pontonniers déjà au sens le plus radical du terme, planter là et là des poteaux pour pouvoir traverser des rivières qui sont aujourd'hui importantes. Et puis combattre le chacun pour soi et aussi inviter à ce changement de regard, non pas qu'individuel, mais aussi collectif. Comment relayer ce changement de regard avec nos concitoyens, comment les inviter à regarder celui qui est le plus faible, à celui qui est dans le monde du travail autrement, etc. etc. Donc, je vous invite, en fin de compte, à travers là où vous serez et à travers ce que vous vivrez, à être des prophètes de la fraternité. Merci à tous, merci pour votre participation. Que cet après-midi vous invite à aller plus en avant sur ces chemins.